Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ceux qui sont déjà connectés, je vois qu'il y en a qui, voilà, qui connaissent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous propose pour bien entendre, parce que vous entendez que mon micro n'a pas beaucoup de retour, c'est normal. Donc, la procédure pour bien nous entendre, c'est de flasher ce QR code avec votre téléphone. Vous pouvez le faire, vous mettez le son comme ça et vous écoutez avec votre téléphone. Voilà, donc vous flashez le QR code qui est ici ou là, vous sélectionnez dans le menu Masterclass 5 et normalement vous nous entendez avec un tout petit délai, mais vraiment normalement ça fonctionne assez bien cette année. Le premier rang, vous pouvez nous entendre comme ça si vous le souhaitez, je pense que vous avez assez de retours. Oui, voilà madame, vous pouvez venir vous mettre ici, vous avez raison. Et on va bientôt démarrer. On attend peut-être quelques personnes. C'est bon? On est dans les temps? C'est bon, on est démarré. Eh ben, bonsoir à tous. Merci d'être là. Peut-être pour votre dernière masterclass de la journée. J'espère que vous avez passé une super journée avec nous sur Big. Et ce soir, on va parler RSE et business. Voilà, on va parler RSE comme on parlerait de business. C'est notre objectif avec Guillaume aujourd'hui. Je te laisse le présenter, Guillaume. Merci Clotilde. Bonsoir à tous. Moi, je suis Guillaume Gauzet. Donc, je suis cofondateur et directeur de la stratégie dans une agence spécifiquement dédiée au sujet RSE qui s'appelle ISOP. Pour la petite anecdote, ISOP, c'est le nom d'une plante que vous connaissez peut-être. C'est une plante qui est résiliente, mais surtout qui est essaimante. Et pourquoi on a choisi ce nom? C'est pour pouvoir justement accompagner des entreprises grandes mais aussi petites à s'embarquer et donc à essaimer sur le chemin de la RSE. Et donc c'est depuis 5 ans qu'on fait cela. Et aujourd'hui, notre sujet, parler effectivement de RSE comme on parle de business, mais surtout essayer de démontrer qu'aujourd'hui, il faut encore s'engager. Parce que s'engager, c'est effectivement un levier de croissance économique. C'est quand même une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que c'est pas que de l'image? Et quel bénéfice, quel intérêt économique, financier j'ai à aujourd'hui m'engager? Juste par rapport pour terminer sur ISOP, nous on accompagne les entreprises en fait sur toute la chaîne, depuis le conseil pur et dur, c'est-à-dire le consulting RSE où là on fait des roadmaps et justement on étudie les bilans des entreprises, où elles en sont dans leurs avancées RSE et comment elles peuvent aller plus loin, jusqu'à la valorisation de leurs engagements, c'est-à-dire la communication responsable. En un petit intro, j'imagine que vous êtes là, c'est que vous savez déjà ce qu'est la RSE, mais peut-être pas. Et donc, c'est toujours bon de remettre le sujet au cœur de la pièce. La RSE, on dit que c'est la contribution des entreprises aux enjeux du DD, aux enjeux du développement durable. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise aujourd'hui qui va choisir de s'engager dans le développement durable via la RSE, c'est qu'elle va vraiment chercher à réduire son impact, son empreinte environnementale, tout en ayant un impact positif sur la société. Donc c'est vraiment ces deux pans, toutes en étant économiquement viable. Et c'est ça qui est important. C'est pas juste de faire des choses pour réduire son empreinte CO2 ou pour être mieux intégré localement, par exemple, dans son environnement, mais c'est surtout pour qu'il y ait ce combo. Donc, on parle souvent de triptyque ou d'équilibre. Vous avez peut-être vu ce dessin avec les 3 bulles qui doivent vivre en harmonie. Et c'est ça qu'on cherche à faire, c'est-à-dire c'est pas au détriment l'un de l'autre. On est vraiment là pour trouver l'équilibre pour chacune des entreprises avec lesquelles on travaille. Et aujourd'hui, c'est vrai que on ne peut pas passer à côté des entreprises engagées. Il y en a beaucoup, que ce soit sur l'environnement. Vous voyez quelques exemples, et ça, c'est valable en général sur toute la chaîne de valeur, depuis le sourcing jusqu'au recyclage et à la gestion des déchets. Mais on est aussi face à pas mal d'entreprises qui de plus en plus essaient de se différencier et de s'engager sur le volet sociétal, puisque la RSE, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas que l'environnement, c'est aussi le sociétal. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, malheureusement, avec ce qui se passe aux États-Unis, on constate un vrai frein à l'engagement sociétal, et on espère que les entreprises vont résister, parce que ce soit justement, là on le voit, que ce soit sur le partage de la valeur pour les producteurs, que ce soit sur l'emploi local ou justement sur le handicap ou l'égalité homme-femme, ce sont des sujets qui restent très très forts et sur lesquels on a vraiment besoin que les entreprises s'engagent.
Quand on regarde plutôt en macro, ce qui est très fort et qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de PME et d'ETI dans la salle, c'est que les PME justement et les ETI sont, même si ça progresse, le chiffre que vous voyez, 58%, il était peut-être de 38% il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, il y a quand même un vrai décalage entre l'engagement des PME et celle des grandes entreprises. Pourquoi ? Évidemment, c'est parce que quand on est une petite entreprise, on n'a pas forcément ni les ressources, ni le temps. Et surtout, on n'a pas forcément cette visibilité du ROI que peuvent avoir de grandes entreprises qui appartiennent à des clubs d'entreprises, qui parlent entre elles. Les directeurs marketing ou les directeurs RSE ont déjà pas mal de retours sur leurs initiatives et les partagent. Quand on est une PME, on a autre chose à faire en général et on relègue un peu la RSE à l'année prochaine. Mais c'est aussi, et on l'a vu nous en accompagnant pas mal d'entreprises, c'est aussi parfois par peur du greenwashing. Et vous avez peut-être connaissance d'un mot qui s'appelle le greenwashing, qui est aujourd'hui toutes ces entreprises qui, par peur justement de trop en dire, ou donc c'est la suite du greenwashing, c'est qu'on se tait. Le greenwashing, c'est on préfère se taire que de dire n'importe quoi, mais surtout, ça c'est le greenwashing, mais c'est plutôt qu'il y a tellement de bruit autour de nous, il y a tellement d'entreprises qui parlent, qu'on préfère, nous, continuer à agir, mais en silence. Mais alors pourquoi, Guillaume, si c'est si compliqué pour une PME, pourquoi est-ce qu'il faut quand même agir ? On va essayer de regarder ça de plus près. Pourquoi s'engager encore en 2025 ? Ça, c'est pas si évident, surtout quand l'économie est un peu en berne. C'est pas la partie la plus fun de la présentation, mais et plein de choses que vous connaissez déjà, mais c'est quand même important de le rappeler. La situation, elle n'a jamais été aussi grave, tant sur le plan environnemental, où vous avez dû tous entendre que les accords de Paris étaient un peu derrière nous. Hein. On n'arrivera pas normalement, je l'espère, on peut encore revenir en arrière, mais ce serait très compliqué à limiter la hausse des températures à 2 degrés. Et de l'autre côté, à stopper la disparition des espèces. J'imagine que vous avez aussi peut-être entendu parler de la 6e extinction de masse, c'est-à-dire qu'en fait l'érosion des espèces est énorme aujourd'hui, et à la différence des 5 premières extinctions, c'est que celle-ci elle est due à l'homme, et qu'aujourd'hui il n'y a que l'homme qui justement pourrait éviter le pire, mais les scientifiques sont assez aujourd'hui alarmistes sur le fait que l'espèce humaine elle-même est en danger. Donc là-dedans, c'est vrai que par rapport à ce constat qu'on vient de faire, qui n'est pas terrible, c'est vrai que les entreprises, elles ont une responsabilité dans les émissions et pas émissions de CO2. Et on le voit, on a la chance en France d'avoir une production d'énergie qui est décarbonée. Donc la production d'énergie n'est pas le premier domaine d'émissions CO2, ce qui n'est pas le cas ailleurs, par exemple en Europe. Mais en France, on voit que, et vous choisirez l'industrie dans laquelle vous appartenez, mais il y a quand même des grands pans de l'industrie et de l'agriculture qui sont très fortement émetteurs de CO2. Donc là, les entreprises ont un gros impact. Mais c'est important aussi de rappeler, et vous l'avez peut-être vu cette étude de la semaine dernière, que cette hausse des températures, par exemple les 2 vagues qu'on a eues cet été, elles ont un impact très très important sur l'économie et donc sur la santé forcément de nos entreprises. Donc cette année, les 2 vagues de chaleur et de sécheresse qu'on a vécues cet été, elles sont estimées aujourd'hui par des scientifiques, pas comme ça au doigt levé, à 10,1 milliards d'euros pour la France. Et au-delà de l'aspect économique, ça a aussi une influence sur votre vie, sur la démographie, puisqu'on pense que c'est la cause de 1400 décès supplémentaires cette année en France. Et pour Paris, pour ceux qui sont à Paris, il y a 409 voisins qui sont morts du fait donc en supplément des gens qui meurent naturellement. Et je vous parlais effectivement des conséquences sur le plan environnemental, mais c'est important aussi de voir qu'aujourd'hui, je pense que ça, vous le voyez tous les jours, mais les déséquilibres sociaux sont de plus en plus grands. Le modèle européen ou occidental tel qu'on le connaît est mis à mal, puisque 90 millions d'Européens sont menacés de pauvreté, qu'on a 700 millions de personnes dans le monde qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Et puis, vous avez tous entendu aussi parler des réfugiés climatiques et de l'ampleur que ça peut prendre dans les années à venir.
Donc ça, c'est la première chose. J'arrête là avec le constat dramatique, mais il faut l'avoir en tête. C'est vrai que les choses font pas mieux en fait, aujourd'hui, malheureusement. En revanche, pour les entreprises, s'engager, c'est aussi parce qu'il y a des obligations qui existent et il y a des obligations qui arrivent. Donc des obligations de la part tout d'abord des consommateurs qui sont de plus en plus vigilants, demandeurs, qui regardent ce que les entreprises font. De la part aussi des collaborateurs, hein. On parle de marque employeur et effectivement la RSE est un vrai différenciateur hein, en termes aujourd'hui d'emploi et les salariés demandent quand ils arrivent en entretien quels sont les engagements d'une entreprise autant sur le point environnemental, social que sociétal. Ils demandent plus juste combien de vacances on a, mais ils demandent si vous êtes inscrit dans votre tissu local, si vous faites travailler des ESAT, etc. C'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus importantes qu'avant et à la rigueur, la plupart disent que c'est presque plus important que le salaire aujourd'hui, dans cette quête de sens que vous connaissez. Et puis, troisième exigence, troisième pression sur les entreprises, c'est la pression réglementaire. Depuis 2005, vous voyez toutes les lois qui ont été passées, et tant mieux, qui effectivement demandent des critères plus sélectifs aux entreprises, de faire plus attention au gaspillage, par exemple. Le décret tertiaire également est un décret qui a été très regardé et très important pour les entreprises. Et puis récemment, il y a toute cette histoire de CSRD que peut-être vous avez suivi avec l'omnibus. Je vois Christophe dans la salle qui connaît bien ce sujet. Mais moi, je ne vais pas parler de CSRD, je vais parler un peu de ce qui se passe pour les PME. Je préfère vous parler de la VSME, qui est la version de la CSRD pour les PME. Et de le voir plutôt comme une opportunité que comme une obligation en fait, puisque de toute façon c'est volontaire. Donc c'est pas une obligation, mais c'est surtout c'est un outil, on en reparlera un peu tout à l'heure, qui vous permet de mettre le pied à l'étrier de la RSE. L'idée, c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est de dire comment, quand on est une PME, vous avez compris qu'il faut y aller, maintenant c'est comment on va y aller. C'est vrai que la VSME, c'est donc issu de la CSRD, c'est une version un peu gentiment édulcorée, Christophe dira peut-être une version proportionnée de la CSRD. Ça vous permet d'y aller graduellement, de commencer petit et surtout l'avantage qu'on voit, nous, et avec Clotilde, on en a beaucoup parlé pour les PME, c'est de pouvoir répondre en fait aux sollicitations que vos donneurs d'ordre en tant que PME vont avoir sur vous. C'est-à-dire que de plus en plus, comme les grandes entreprises ont une pression CSRD, une pression à montrer patte blanche, à faire des progrès, elles vont reporter, elles le font déjà, hein, leur pression sur leurs fournisseurs. Et donc la problématique, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, une PME a du mal à fournir tous ces documents qu'on demande. Elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas comment faire. Et la VSME, elle permet justement de petit à petit, sur certains critères que vous voyez ici, on ne va pas aller dans le détail, mais c'est 3 volets qui vous permettent, en tant qu'entrepreneur débutant dans le reporting, de commencer à apporter des réponses, des briques, à commencer à modéliser votre modèle d'affaires, à aller voir justement les indicateurs clés sur les 3 thèmes qui sont le climat, le social et la gouvernance, mais aussi de pouvoir commencer à répondre à certains indicateurs que de toute façon, vos donneurs d'ordre vont vous demander. Donc l'avantage de la VSME, c'est que vous le faites une fois, et après, vous pouvez donner ce document à tous vos donneurs d'ordre. Ça vous évite effectivement à chaque fois à remplir des templates différents. Puisque un des avantages de la CSRD, c'était aussi de pouvoir harmoniser le reporting pour que l'IA puisse screener très facilement les résultats des différentes entreprises et pouvoir faire des rankings beaucoup plus rapides. Donc, en résumé, aujourd'hui, pourquoi il faut aller sur la RSE, c'est aussi à cause de cette pression qui est multiple. Et celle dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est celle de la société civile, mais ce qu'on veut dire derrière, c'est celle des médias. Vous voyez bien dans tous les reportages accablants que les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas engagées ou qui cachent, donc ce côté greenwashing, ou qui mentent, se font très vite vilipender. Alors enfin, quelque chose de positif. 3e raison pourquoi il faut aller sur le chemin de la RSE, c'est parce que vous pourrez, en tant que PME ou ETI, en tirer des bénéfices. Aujourd'hui, on a quand même assez de recul. Il y a pas mal d'études qui montrent, et notamment celle de l'ABDEM, qui montrent à quel point s'engager sur la RSE,
c'est un facteur de croissance économique, qui est notre sujet aujourd'hui, donc ça tombe bien. On a quelques chiffres. En tout cas, on le voit, ce n'est pas que des chiffres sur l'augmentation de la marge, même si ça permet d'augmenter de 12% en moyenne la marge des produits. C'est aussi une augmentation du chiffre d'affaires. On parle de 16% de productivité des salariés supplémentaires et de plus 54% d'image de marque. Donc on voit que ça touche plusieurs niveaux. Faire de la RSE, c'est un impact qui va rayonner sur votre entreprise et pas juste augmenter votre chiffre d'affaires. Et en même temps, on le voit que sur les entreprises cotées, ça augmente aussi la valeur de leurs actions. Donc aujourd'hui, quand on regarde avec d'une façon globale ce qu'apporte la RSE, ça permet, on va le voir dans quelques exemples très concrets, de réduire les coûts puisque vous allez agir sur vos dépenses énergétiques, le coût de vos produits, de votre sourcing, mais aussi vous allez pouvoir réduire vos coûts de recrutement. En fidélisant, on a parlé de la marque employeur, en fidélisant vos employés, vous allez avoir moins besoin de recruter, des salariés qui seront plus épanouis, qui seront peut-être moins malades. Donc tout ça, ça réduit vos coûts. Vous allez améliorer votre image de marque, motiver, fidéliser, on vient d'en parler. Mais surtout, vous allez aussi agir sur vos risques industriels. Aujourd'hui, ce que font beaucoup de nos clients, c'est de mapper leurs risques, les risques d'approvisionnement, les risques justement aussi liés aux catastrophes naturelles. Dans quel sens, moi, je peux avoir un impact sur l'environnement, mais dans quel sens l'environnement, ce qu'on appelle aussi la double matérialité, l'environnement va potentiellement demain avoir un impact sur mon business. Et donc, le fait de l'anticiper, le fait de mapper tous ces risques vous permet d'avoir une meilleure gestion de votre business, puisqu'on se dit, bah, tiens, si j'anticipe ce point, je vais prendre telle stratégie et ça vous donne effectivement un avantage concurrentiel. On voit aussi que c'est une sécurisation de certaines de vos filières, de vos sourcings. Ça, c'est très important avec aujourd'hui la raréfaction des ressources. Et enfin, ça vous permet d'être conforme et d'anticiper les réglementations dont on a parlé. C'est-à-dire que plutôt que de prendre ces réglementations au dernier moment, faire la RSE, c'est aussi avoir un train d'avance et de pouvoir faire autre chose le moment venu. Je le disais, on va parler d'exemples parce qu'au final, il n'y a rien de plus concret que de parler RSE par des gens qui le font vraiment et d'essayer de vous montrer que parfois, ça ne tenait pas à grand-chose pour les entreprises que je vais vous présenter. C'était un déclic qui n'est pas forcément une grosse révolution dans l'entreprise, mais qui a souvent des effets assez forts. On parle donc onde de choc, et vous allez voir ça, par exemple dans cette petite brasserie du nord de la France. C'est une PME qui fait 13 millions d'euros de chiffre d'affaires et avec un dirigeant qui avait envie d'y aller mais il ne savait pas comment. Alors il a commencé par faire son bilan carbone et de là il s'est rendu compte qu'il avait 3400 tonnes de CO2 émises par an, ce qui n'est pas rien. Mais surtout, il s'est dit, tiens, comment je vais embarquer mes salariés, mes collaborateurs? Moi, j'ai envie d'y aller, mais je vois bien que ce n'est pas forcément partagé. Et il a fait une fresque du climat, quelque chose que vous avez peut-être sûrement fait dans votre entreprise, vous connaissez. Et là, chez lui, il a remarqué que ça a été le déclic justement d'un mouvement de prise de conscience et de volonté de fédératrice en fait de faire changer les choses. Et dès le lendemain, il n'arrête pas de raconter cette histoire. Il est marrant avec ça. Il dit mon directeur de la production a appelé tous les transporteurs pour leur demander comment ils roulaient. Est-ce qu'ils étaient encore au gasoil ou est-ce qu'ils avaient migré déjà sur du bioéthanol ou autre. Et donc le résultat pour lui, il est fort, c'est que tout de suite, en un an, il a vu des progrès faits par les métiers. En fait, la RSE, où elle est la plus forte, c'est quand elle descend de la direction RSE pour aller infuser tous les métiers. Et donc, que ce soit la production, où la réduction de la consommation d'eau est passée de 6 litres à 4 litres, mais surtout aussi, ils ont développé tout de suite un nouveau système de recyclage de leurs bouteilles. Il a travaillé aussi sur tout un renforcement de sa logistique bas carbone en essayant de distribuer différemment ses bières. Et en fait, ça a très bien marché parce qu'il a trouvé tout de suite une nouvelle cible. En fait, des gens, des bars et autres qui ont été très demandeurs. Et aujourd'hui, il va être même distribué en grande surface.
Un autre exemple intéressant, c'est le groupe des Chaumes. Alors eux, ils sont dans le Val-de-Loire. C'est aussi une entreprise d'une dizaine de millions d'euros. Et eux, à l'inverse, hein, c'est pas un secteur porteur comme la bière. Ils étaient dans le parquet. Et le parquet, c'est très concurrentiel et c'est très aujourd'hui sinistré. Il a autour de lui que des entreprises qui sont pas très vaillantes. Et donc il s'est dit comment je peux m'en sortir et comment je peux me différencier. Et donc son parti pris, ça a été de faire de la recherche sur un parquet qui soit complètement PEFC, c'est-à-dire issu de bois très bien géré, et surtout de créer un parquet qui est démontable et réutilisable à l'infini. Donc il a mis pas mal de R&D, mais au départ c'était l'idée de faire un produit unique qui n'existait pas sur le marché, c'est-à-dire un produit qui a un bilan carbone neutre pour un parquet. Et l'idée, surtout, c'était d'avoir ce parquet à l'infini réutilisable. Et aujourd'hui, il a un carnet de commandes qui est complètement rempli. Et surtout, il a renouvelé son image de marque. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème à recruter, à l'inverse de ses voisins, puisqu'il a aussi une image beaucoup plus innovante. Donc c'était le deuxième volet dont je vous parlais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un avantage évidemment économique, mais aussi un avantage d'image en tant qu'acteur de la RSE. Une autre entreprise, j'ai pris des exemples en essayant qu'ils soient un peu drôles, parce que est-ce que vous savez ce que fait Mithilimer? Vous connaissez peut-être ces Bretons. C'est une PME bretonne qui fait de l'élevage de moules. Et en fait, en 2012, ils se sont rendus compte que les moules avaient un bilan carbone négatif. C'est-à-dire que les moules se nourrissent d'algues et que du coup, les algues, elles absorbent le CO2. Et donc, les moules elles-mêmes ont en fait un bilan carbone négatif. Et ça les a galvanisés, je dirais, et ils ont voulu répercuter ça sur toute l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, nous, on a la chance d'avoir un produit qui est fantastique, qui est un peu innovant sans le vouloir, on va essayer de faire la même chose. Et donc, ils sont passés d'une entreprise d'élevage de moules à un complexe agroalimentaire, mais avec la volonté de faire participer tout le monde dans cette démarche de moins de carbone, voire zéro carbone. Et donc, ils ont créé un projet qui a été nommé, le nom a été trouvé par les collaborateurs, qui s'appelle Carbone. Et ils ont développé tout un site éco-conçu avec l'idée d'être le moins émetteur de carbone possible sur ce site. Et dans la suite, ils ont commencé à être plus innovants, encore une fois. En général, la RSE, quand on s'y met, ça permet de réveiller l'innovation. Et ils ont lancé l'année dernière une cocotte de moule micro-ondable et qui a beaucoup de succès aujourd'hui. Donc là aussi, c'est pour vous montrer que ça permet en général de gagner de l'argent, mais pas que. Ça permet aussi de lancer de nouveaux produits, de retrouver un souffle nouveau dans une entreprise. Et enfin, les derniers exemples qu'on vous montrer, ce n'est pas que des exemples qui sont sur le CO2 ou sur la réduction de son empreinte carbone. On voulait vous montrer aussi qu'on pouvait faire de la RSE simplement en travaillant sur le volet sociétal, c'est-à-dire en s'intéressant un peu plus à d'où viennent mes collaborateurs. Est-ce que je peux recruter localement? Est-ce que je peux aussi me sourcer localement? Est-ce que je peux aussi avoir des salariés qui sont en situation de handicap? Est-ce que je peux aussi travailler un peu plus sur l'intégration de publics divers? Et donc les trois exemples que vous voyez sont des exemples qui sont tous les trois très connus. En tout cas, la Camif, on a beaucoup parlé de l'exemple de la Camif, comment de 3 millions de CA en 2010, ils étaient réussis à remonter à 30 millions en 2020, grâce aussi, il faut le dire, à un PDG très charismatique. Mais il n'y a pas que ça, hein, c'est aussi vraiment basé sur leur parti pris, les partis pris qu'il a fait de produire localement, d'être anti-Black Friday, par exemple. Armolux, eux aussi, produisent localement, mais surtout, ils ont fait pas mal de partenariats avec l'insertion, avec le monde de l'insertion, et aussi un CA qui a beaucoup augmenté en quelques années. Et enfin, il y a une petite boîte qui s'appelle Lipi. Vous avez peut-être entendu parler aussi parce qu'elle est assez médiatisée. C'est ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Donc, il y a un management qui est très différent des entreprises classiques, mais surtout, ils ont décidé d'investir sur la formation. Donc, quand je vous parle de sociétal, c'est aussi comment on considère que ses salariés, c'est la ressource de son entreprise, et j'investis. Donc, eux, ils investissent
c'est pas une erreur dans les chiffres, hein. Ils ont investi 20 000 heures sur 2 ans pour 250 salariés. C'est énorme. Et les résultats étaient là. Vous le voyez en dessous. Hein, le taux de service est passé à 95%. Et ils ont même, forcément, en formant leurs équipes, ils ont très fortement réduit leur délai de livraison. Mais par où commencer, Guillaume? Merci Clotilde, quelle belle question. Maintenant qu'on a vu qu'il fallait y aller et qu'on a vu les bénéfices et on a vu certains exemples, il y a en fait quelques règles qu'on applique nous à chaque fois qu'on travaille avec des entreprises. C'est assez classique, mais au départ, il faut faire un peu ce qu'on appelle un diagnostic. Hein. On ne parle pas d'audit trop chez nous dans le monde de la RSE, on parle plutôt de diagnostic. Et votre diagnostic, c'est identifier avant tout vos impacts. C'est-à-dire, beaucoup d'entreprises qui vont vers la RSE, elles vont malheureusement pas forcément vers les bons enjeux. Et c'est là qu'on se fait attaquer et critiquer de greenwashing. C'est-à-dire si vous faites plein de choses mais que ce n'est pas votre enjeu, ce n'est pas là qu'il y a vos impacts, ça ne sert à rien et au contraire, vous dépensez beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Donc la première chose, c'est de savoir quels sont nos impacts principaux. Par exemple, quand on commercialise du lait, un des impacts principaux, c'est pas le seul, hein, mais c'est vraiment la valeur ajoutée aux producteurs. Donc c'est de savoir comment on redistribue les richesses, et notamment comment on paye vraiment équitablement les producteurs de lait. Quand on est fleuriste, l'impact, lui, par exemple, l'impact principal, il va être plutôt sur le sourcing des fleurs. Un très bon exemple, c'est Fleurs d'ici, qui a voulu justement lutter contre ce constat, hein, que le sourcing des fleurs, c'est beaucoup de transport, beaucoup de CO2. Et donc, elle a créé une entreprise, Hortense, qui vraiment est basée sur des producteurs locaux. Et donc, les fleurs sont non seulement locales, mais aussi de saison. Et enfin, ce qu'on voulait dire dans identifier ces impacts, c'est de ne pas toujours croire que l'impact principal, c'est justement le CO2. Les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas forcément l'enjeu prioritaire pour une entreprise. Par exemple, quand vous fabriquez des jeans, et ça c'est vrai à peu près dans toute l'industrie textile, ça consomme énormément d'eau. Et donc, c'est plutôt la consommation d'eau sur laquelle il faut se battre en priorité que sur les émissions de CO2. Donc, si vous devez commencer par identifier vos impacts pour savoir où vous devez vous battre en premier lieu. Et donc, je vous parlais du diagnostic. C'est vraiment la deuxième étape après, c'est de passer sur un diagnostic qui doit être à la fois externe et à la fois interne. Donc, vous allez regarder vos enjeux environnementaux, vos enjeux sociaux et sociétaux. Ce sont 3 piliers de la RSE. On va regarder les pratiques du secteur, mais aussi au-delà, pour s'inspirer des bonnes pratiques de ce que font d'autres personnes dans des secteurs connexes et savoir comment on peut emprunter. C'est ça qui est intéressant avec la RSE, c'est qu'on n'est pas forcément en concurrence, c'est qu'on apprend les uns des autres, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui de transfert de savoir et de connaissances. Et puis surtout, vous allez interroger vos parties prenantes, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec vous, qui sont reliés avec vous, soit en amont, soit en aval de votre chaîne, et savoir ce qu'ils attendent et ce qu'ils perçoivent de votre entreprise, ce qu'on appelle une analyse de matérialité. Ça, c'est le diagnostic externe. Et le diagnostic interne, là, c'est de regarder où vous en êtes dans vos initiatives, parce qu'il y a forcément des choses qui sont déjà faites chez vous. Il y a toujours, quand on rentre dans une entreprise, les gens, c'est comme Monsieur Jourdain, ils font de la RSE sans le savoir, et l'important, c'est de déjà reconnaître ce qu'on fait pour pouvoir se servir de ce première étape pour aller plus loin. Et ensuite, eh bien, effectivement, on a parlé des attentes des parties prenantes externes, mais il y a aussi vos attentes de parties prenantes internes, c'est-à-dire que souhaitent et comment vous perçoivent vos collaborateurs. À partir de cette analyse, vous allez réaliser un premier plan de progrès, c'est-à-dire en suivant des critères. On a cité tout à l'heure la VSME, mais il y a d'autres référentiels. Hein. Le GRI, c'est donc Global Reporting Index, c'est un référentiel qui est utilisé de façon transverse dans la RSE et qui vous permet justement d'analyser plein de critères sur lesquels vous pouvez vous améliorer. Et ensuite, justement, après ce plan de progrès où là, on se dit, voilà tous les possibles. Le plan de progrès, c'est de dire, voilà tout ce que je pourrais faire pour m'améliorer. Après, vous allez décider entre vous, avec le comité qui va être comité RSE, souvent on l'appelle, à se dire, ben, là, on va peut-être y aller, mais pas tout de suite, ou on va y aller en 2 temps. Par contre, ça, on peut y aller tout de suite, c'est très facile, on va le faire. Et donc, vous allez faire un plan d'action qui va être arbitré en fonction de vos ressources, qu'elles soient humaines, mais aussi financières.
Et puis une fois qu'on a le plan, après il suffit que, s'y mettre. hein, voilà, on s'y met avec une implantation qu'on vous souhaite progressive, parce que quand on essaie de faire tout de suite, ça marche pas forcément. En revanche, une fois qu'on a bien priorisé ses actions, on peut savoir où aller. Alors un deuxième conseil, c'est parfois même si on a la priorisation en tête, c'est de savoir travailler sur ce qu'on appelle des quick wins. Des choses qui sont très visibles et sans lesquelles, si vous ne le faites pas en interne, on va vous tacler, on va vous dire attendez, là, il me parle de récupérer les déchets chez nos clients et chez nous, on fait même pas, on vide même pas les poubelles, on fait ça, pas de tri des poubelles. On a eu ça. Oui. Voilà. Comment on va dire à nos participations BPI France qu'il faut qu'elles fassent attention à leurs déchets alors que on avait un sujet sur nos poubelles. Et donc coup, ça arrive dans toutes les entreprises. Voilà. Donc commencez par mettre le tri sélectif dans vos bureaux et c'est valable pour plein d'autres choses où effectivement vous devez désamorcer en fait des contre-signes. Si vous ne faites pas, si vos camions ne roulent pas avec une énergie verte alors que vous le demandez à vos prestataires, ça ne va pas le faire. Et puis ensuite, une fois qu'on a commencé à faire, ce n'est pas tout d'avoir allumé l'étincelle, il faut mobiliser. Parce que sinon, ça peut s'éteindre très rapidement. Et on aime bien ce chiffre chez nous, c'est de dire qu'il suffit de 10% des collaborateurs pour changer toute l'entreprise. Et on le voit à chaque fois. Ça veut dire qu'une fois que vous avez trouvé, souvent on appelle ça des ambassadeurs, des leaders RSE, ils vont être moteurs et ils vont réussir en cascade à aller chercher d'autres relais dans l'entreprise. Et ça va faire boule de neige. Je vous parlais tout à l'heure de l'onde de choc, mais c'est réel, on le voit nous tous les jours. Une petite étincelle peut vraiment changer l'offre commerciale d'une entreprise et ses résultats. Et c'est seulement à partir de là, une fois qu'on a fait tout ça, que l'on mesure les résultats et que communique sur ces résultats, c'est-à-dire de façon transparente. Ça, c'est important, parce que souvent on nous dit, je vous parlais tout à l'heure du greenwashing, je préfère plus parler, soit parce que d'autres parlent, mais parce qu'aussi je ne sais pas comment faire. Eh bien, en fait, il faut parfois accepter qu'on ne peut pas tout faire. Il faut parfois savoir reconnaître officiellement qu'on n'est pas parfait. Et donc, le discours de transparence, il marche plutôt très bien, à condition qu'il ne cache pas autre chose, mais de pouvoir montrer vos limites et de dire ce que vous allez faire après et de parler à toutes vos parties prenantes. Oui, ce que j'aime bien dans ta présentation, c'est qu'en fait, on voit que la CSRD, c'est la dernière étape. Il faut d'abord faire la réflexion de vos enjeux, de vos impacts, mettre en place des actions. Et seulement après, finalement, on peut en parler dans le reporting. Exactement. N'oublions pas ça. Justement, on va vous parler de CSRD dans un instant, mais avant, on va vous montrer je voulais vous citer quelques conseils quand on veut se lancer. Il y a plein d'aides. Et Clotilde est bien placée pour en parler, elle en parlera dans un instant. Mais il y a des aides BPI France qui peuvent aider les PME et les ETI, des DIAG qui sont financés par BPI. Externaliser si vous n'avez pas les ressources internes le temps. Il y a plein de consultants indépendants, il y a plein de petites entreprises de conseil vers qui vous pouvez vous tourner et qui peuvent vraiment vous donner le premier coup de pouce et vous aider à avoir la bonne méthode dont on a parlé il y a quelques instants. Utilisez les outils de reporting dont on vient de parler. Et puis surtout, n'oubliez pas de mettre des KPIs très vite, des KPIs RSE dans votre pilotage. Oui, tout à fait. Alors, avant de parler de la plateforme CSRD, effectivement, merci Guillaume, tu l'as dit, vous avez beaucoup d'offres BPI France qui peuvent vous aider à mettre en place votre démarche RSE, à commencer par vous former sur le site BPI France Université. En plus de tous les contenus que vous aurez aujourd'hui, voilà, vous trouverez d'autres contenus disponibles gratuitement. Si vous allez sur notre site internet, vous avez la rubrique Nos solutions et dans Nos solutions, vous avez tout ce qui est offre d'accompagnement. Donc là, ça va du diagnostic à la mission de conseil pour vous accompagner dans la mise en place d'une stratégie environnementale ou d'une stratégie RSE. Et donc là, c'est nos équipes de la direction conseil, puis accompagnement, qui peuvent vous accompagner. Et puis bien sûr, quand ce plan d'action il va nécessiter des investissements, vous avez aussi nos équipes financement qui peuvent vous accompagner pour financer donc votre transition écologique et énergétique, notamment à travers nos dispositifs comme le Prévert. Je ne sais pas s'il s'appelle encore Prévert, mais voilà, on a des dispositifs là-dessus. Et puis, pour ceux qui étaient déjà à la masterclass CSRD tout à l'heure, vous l'avez vu, on a cette plateforme CSRD qu'on a travaillé avec ISOP, dont on est vraiment très fiers. Donc vous aurez vraiment un condensé d'informations. C'est assez ludique, assez sympa quand même à lire. Vraiment, on a essayé de rendre le sujet le plus passionnant possible. Beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, donc n'hésitez pas.
à flasher le QR code pour découvrir la plateforme. Et puis, je vous parle aussi du podcast Parlons RSE qu'on anime tous les mois. Donc là, c'est tout simple. Vous allez sur Spotify, Apple Podcast, peu importe la plateforme où vous écoutez vos podcasts d'habitude. Et on a effectivement tous les mois un sujet RSE qui est décrypté par un expert et on vous donne aussi des outils pour avancer. On est ravis d'avoir fait un épisode CSRD avec ISOP également. Et dans le prochain épisode, on parlera aussi de la performance de la RSE. Je crois que j'ai parlé de tout. Je crois. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Parler d'autres outils, puisqu'encore une fois, on est ici pour vous donner les clés, pour ceux qui veulent se lancer dans la RSE et qui ne savent pas encore comment. Il y a d'autres... nous, on a un outil qui s'appelle SCORS. SCORS, c'est Score RSE, qui permet d'évaluer où en sont vos collaborateurs dans la connaissance de vos engagements, si vous en avez, ou dans la connaissance des bases de la RSE. Donc on va les évaluer sur les 3 piliers, environnement, social et sociétal. Et notamment, on fait beaucoup sur la connaissance des stéréotypes de genre. On parlait tout à l'heure de l'importance en entreprise de ne pas se battre que sur l'environnement, mais il y a encore beaucoup d'inégalités. Et savoir identifier où en sont vos salariés et vos collaborateurs sur ce domaine est clé pour pouvoir après faire des plans de progrès. Mais il y a un outil gouvernemental qui s'appelle Impact Gouv qui permet aussi de vous évaluer. Et puis il y a une plateforme qui s'appelle ZEI qui dispose aussi d'un outil d'auto-évaluation très bien fait. On a aussi réalisé un guide gratuit sur les labels, puisque pour vous aider en fait, dans une démarche RSE, les labels, c'est quand même aussi un très bon outil. Ça vous donne une étoile à suivre, un cap, mais il faut encore savoir quel vers quel label se tourner. C'est pas du tout la même chose. Si vous êtes d'un secteur différent à l'autre, vous aurez peut-être envie d'aller vers un label différent. Donc, label à faire, c'est un guide gratuit que vous trouverez sur notre site qui vous donne, en fait, on a étudié les grands labels généralistes et les labels thématiques pour vous donner en fait le choix et vous aider à vous diriger vers le meilleur label pour vous. Donc voilà, ça y est, je crois qu'on arrive à la fin. Ce qu'on voulait vous passer aussi comme message vraiment en résumé aujourd'hui, c'est ce côté il faut y aller parce que, au-delà de l'obligation, qu'elle soit réglementaire ou morale, parce qu'on voit bien qu'on a besoin de s'engager, c'est un vrai atout économique, en moyenne plus 13% de performance et jusqu'à 20%. Ça a un impact sur plein de choses. On a parlé sur les coûts, sur l'innovation, sur la productivité, mais aussi sur la marque employeur et sur l'attractivité et la différenciation de votre entreprise. Ça vous permet surtout d'être plus fort, puisqu'on a essayé de le dire, ça vous permet d'anticiper, que ce soit la réglementation, mais aussi le sourcing, et donc vous serez plus résilient. Ça, c'est extrêmement important. Puis surtout, vous serez aussi mieux intégré dans votre tissu local, dans votre tissu d'entreprise, dans votre tissu sociétal. Et surtout, vraiment, ça vous permettra de rebondir mieux dans la durée. Donc, je ne peux que vous inviter, si vous ne l'avez pas fait, à initier un diagnostic RSE, à solliciter les aides publiques si nécessaire et à structurer votre reporting, encore une fois, à mettre des KPIs, c'est très important. Et des KPIs RSE, c'est pas compliqué à faire et ça change la donne dans le pilotage de votre entreprise. Merci Guillaume. Est-ce qu'on a des questions peut-être dans le public? Non, vous pouvez applaudir d'abord parce que c'est vrai qu'il l'a bien mérité. Il a beaucoup travaillé. Voilà, merci. Est-ce qu'on a des questions? Oui, madame, j'arrive. Hop. Alors moi, je suis d'accord en tout point avec ce que monsieur a dit, mais c'est pour ça que j'avais plutôt une question pour madame de la BPI en termes d'aide publique. Étant donné le marasme dans lequel nous sommes, comment est-ce que vous vous situez la BPI? Est-ce que vous avez autant de budget? Est-ce que vous avez autant de diversité d'aides? Enfin, comment ça se passe pour les PME et les ETI? Alors, je vais essayer de vous donner un début de réponse, mais effectivement, vous comprendrez bien que c'est nos collègues des directions de développement, de l'accompagnement du conseil qui ont des chiffres. C'est vrai que l'année dernière, on a eu, par exemple, on a dû suspendre notre diag décarbonation
qui reposait sur des fonds ADEME, parce que justement, il y avait des pauses budgétaires, où en tout cas, on avait beaucoup consommé et on devait ajuster les disponibilités de ces fonds. Donc, ce n'est pas toujours BPI France qui finance, on a des partenaires qui ont des enveloppes budgétaires, et puis parfois, on prend de l'avance sur des sujets comme la décarbo, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui d'un coup demandent des aides, et puis ensuite, on va donc du coup attendre un petit peu pour que ces enveloppes elles se reconstruisent entre guillemets. Je ne peux pas vous donner les chiffres, et c'est une question un peu stratégique, à moins que mes collègues aient la réponse, mais ce qu'on voit pour l'instant, c'est que nos dispositifs ils continuent de fonctionner comme ils sont. Et voilà, vous pouvez se retrouver aujourd'hui encore nos accompagnements dédiés sur les sujets de transition écologique et énergétique. C'est toujours une partie importante du plan, ce qu'on appelle le plan climat de BPI France, donc qui va travailler sur ces sujets-là. Et je vous invite à voir notre site internet pour avoir plus d'infos. Je suis désolée, je ne peux pas vous donner des chiffres précis. Et on en lance des nouveaux aussi, puisqu'il y a le DIAG adaptation, le DIAG biodiversité, qui sont des DIAG qui n'existaient pas il y a un an et qui se lancent. Donc ça continue. Et puis effectivement, comme tu le disais, là, le plan climat est pas mal ambitieux chez BPI France. Alors, toutes les boîtes vont dire qu'ils ont le plan climat le plus génial, mais on a sur la période 2024-2028 35 milliards d'euros qui doit être déployé avec une ambition d'accompagner 20 000 entreprises. Donc c'est il y a de l'argent qui est injecté sur cette ambition. Et sur le dernier volet, l'impact social, est-ce qu'il y a des nouveaux... Ah là, ça me dérange ce truc. Est-ce qu'il y a des nouveaux financements qui sont prévus? Par exemple, j'achète local ou bien je fais travailler le STP, excusez-moi, les entreprises adaptées et les ESAT. Où est-ce que se situe BPI là-dessus pour les aides? Oui, effectivement. Alors là, on va être moins dans l'accompagnement financier que en fait, finalement, ça va moins nécessiter un prêt. Vous n'avez pas besoin d'un prêt, d'un financement pour faire ça. Par contre, là où ça va rentrer en jeu pour nous, c'est vis-à-vis de par exemple, nos équipes d'investissement qui, elles, vont investir en capitaux dans des entreprises. Elles vont regarder les pratiques des entreprises. Soit l'entreprise a des bonnes pratiques et donc ce ne sera pas un sujet. Soit effectivement on capte que c'est une entreprise qui peut faire plus sur ces enjeux-là. Et là, on va mettre en place un accompagnement ou proposer à l'entreprise dont on est au capital et donc au conseil d'administration des plans d'action sur ces sujets plus sociétaux. Mais on va être moins dans la partie sur le financement classique d'un prêt. Non. Est-ce qu'on a une autre question? Guillaume, tu veux rajouter un mot pour conclure? Je remercie. Allez-y, lancez-vous pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. Merci, au revoir.